À ma droite, donc, Heike Eldrin, qui dirige le centre d'innovation Africanda, qui est basé notamment à Tunis et qui est un hub dédié aux technologies disruptives. Bon, merci beaucoup, Heike, en tout cas, d'être avec nous aujourd'hui. Ensuite, à ses côtés, est Jean-Louis Brelet, qui est expert IA et puis président de l'association Europia Capital, qui investit en fait dans des sociétés et qui s'intéresse spécifiquement aux labellisations en série A. Ensuite, à ma gauche, donc Christian Jumelet, qui est expert IA, fondateur-président de Guild for AI, qui est un groupe mondial, qui est une think tank sur l'intelligence artificielle. C'est le vice-président de l'Agence africaine de l'intelligence artificielle AFRIA, qui est une OI basée à Genève, et il est vice-président d'honneur du cluster Digital Africa, qui est basé, si je ne me trompe pas, au Mali. Donc voilà. Merci Christian d'être aussi présent. À ses côtés, Farid Arab, qui est membre, fondateur de Found Family, et qui travaille dans 32 pays africains. Et donc à ses côtés, Richard Lemaire, qui est le CEO de Niwa, ce qui est un mot burkinabé, qui veut dire bonne arrivée, et qui est une entreprise de veille économique, d'intelligence économique, et il a donc développé toute une solution IA autour de ça. Alan Ferbach, pour le coup, le président de Videtix, qui est une société sophipolitaine. On a une table vraiment élargie, et cette société sophipolitaine vient d'entrer en contact avec, c'est plus qu'un contact, puisque c'est une joint venture qui a été créée avec une société ivoirienne qui est la société Dux. Voilà, vous nous en parlerez tout à l'heure. Et à vos côtés, je pense que nous avons Léonard Cox, qui est le vice-président de l'Institut Choiseul. Merci de nous avoir rejoints. Et donc voilà, c'est une table très élargie, très masculine. Je suis le quota féminin pour modérer. Et en tout cas, le but ici, c'est vraiment d'échanger, d'avoir une approche d'échange entre nous. C'est un échange de praticiens, tout simplement, et aussi de vous faire travailler en tant que public. Donc, si vous avez des questions spécifiques, là, vous avez quand même en face de vous des gens qui pratiquent ça au quotidien. Donc, moi, la première question, qui est une question générale, je la pointe à personne en particulier, mais c'est où est-ce qu'on en est, de la pénétration de l'intelligence artificielle sur le continent africain. On imagine bien qu'il y a des rythmes différents de pays à pays, qu'il y a le gap urbain-rural qu'on a partout. On l'a aussi en Afrique. Donc très concrètement, on en est où, et moi j'aurais aimé votre avis là-dessus. Je ne sais pas qui veut commencer. Vite faire un petit point, il y a l'Union africaine qui avait commencé un peu à en parler au Sénégal, c'était en 2022. Donc il y a eu des rencontres aux dirigeants pour savoir un peu ce qu'allait être faisable, ce qui était faisable sur l'intelligence artificielle. Il y a des freins qu'on connaît déjà aujourd'hui sur les data centers et ainsi de suite. Je crois que le Congo, il y a eu un centre de recherche qui a été créé, qui est dédié au Congo. Dans quel pays ? Je ne sais plus si c'est Brazza ou je pense que c'est Brazza, à mon avis. Je regarderai, je vous dirai tout à l'heure, je ferai ma petite recherche. Et puis, il y a une initiative qui a été lancée, peut-être Michael pourra en reparler tout de suite, c'est avec IA for Africa, où là, c'est une association, il y a plusieurs personnalités, même internationales, qui se sont joints à l'initiative. Puis, il y a Afria aussi, je pense, qui peut peut-être en parler. Alors, je veux bien rebondir sur quelques faits, des endroits où, de manière pratique, je suis intervenu avec l'équipe Europia ou Europia Capital. Alors, je vais citer la Tunisie, avec votre permission. À Sousse, il y a un centre, Novation City, avec AI Factory. Mon monde, c'est le monde des startups. Les entrepreneurs qui développent les solutions d'AI, notamment en Tunisie et à Sousse, sont vraiment au niveau international. Et c'est une partie de ma mission de les faire rencontrer des investisseurs et d'autres sociétés à l'international. Je vais citer la MIA, la Maison de l'intelligence artificielle, qui a ouvert au Maroc, à Oujda. Là aussi, il y a eu une conférence l'année dernière à ce propos. Ce qu'on est en train de développer avec la Côte d'Ivoire et citer deux autres pays
où il y a des activités liées à l'IA. Je ne dis pas que ce sont les seules, mais ce sont celles dans lesquelles je suis impliqué, l'Algérie et l'Égypte. Donc on commence à couvrir, et je ne dis pas que cette liste est exhaustive. Encore une fois, je suis pratique sur ce qui existe aujourd'hui, plus orienté vers ces startups innovantes. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter ? Je vais juste ajouter, je te remercie par rapport à la Tunisie. Alors, nous, on a lancé Africanda, un centre d'innovation donc, dédié à la formation. On a été les premiers en Afrique qui ont formé gratuitement les talents africains. Donc ça fait presque 6 ans maintenant. On a 400 et quelques personnes à Tunis et presque 1300 et quelques personnes à travers 18 pays africains. On n'a jamais travaillé avec des bailleurs de fonds publics, tout a été toujours privé. Et aujourd'hui, donc, on a cette force de capacité à développer l'action donc sur de la R&D. Alors Farid a bien parlé donc de AI for Africa, qui est une ONG avec pas mal de personnalités. Donc le patron entre guillemets de la R&D d'Intel, d'Nvidia, qui sont d'origine algérienne, qui sont établis aux États-Unis, mais on a Moustapha Cissé également, donc, qui est un ancien de Google, qui est à la base d'un centre d'innovation à Accra et qui est revenu au Sénégal. On a Lavina Ramkinsoun, donc d'Afrique du Sud. On a différentes personnalités qui sont impliquées donc totalement dans le domaine de l'IA, que ce soit sur la partie fonctionnelle, technique, opérationnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette verticalité touche l'éducation technologique, les différents métiers et secteurs tels que la green tech, la blue tech. Et il y a aussi une perception où l'Afrique, il y a 3 types donc, de vision. Il y a la vision francophone, il y a la vision anglophone et la vision lusophone. Et je pense que derrière, lorsqu'on est impliqué dans ces différents pays, il y a différents mindsets, différentes mentalités. Il faut savoir s'adapter selon les us et les coutumes des différents pays, mais aussi créer cette synergie avec, entre guillemets, l'africanité à la clé. Oui, je remercie de mettre le point sur cette diversité, parce que c'est vrai que souvent on parle de l'Afrique. Bon, l'Afrique, c'est 54 pays avec des PIB extrêmement divers, des sociétés extrêmement diverses aussi. Donc il y a une tendance dans le langage populaire, c'est vrai, à homogénéiser, alors qu'en fait, c'est vraiment, il faut l'adresser dans toute cette variété. Alors moi, juste pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, quelle est la source de cette impulsion d'IA en Afrique, en fait ? C'est vrai que ici, au YCF, les sociétés privées sont extrêmement visibles, les sociétés privées internationales. Moi, j'ai l'exemple en tête de Google qui a ouvert au Ghana. Il a ouvert un laboratoire d'intelligence artificielle. Enfin, je crois que la dernière extension, d'ailleurs, de Google Maps a été faite au Ghana. Bon, ça, donc, c'est visible. C'est l'aspect visible de l'iceberg. Qu'en est-il j'allais dire, des approches plutôt par le bas, donc justement des entrepreneurs locaux africains, des chercheurs locaux africains qui travaillent toute la journée sur de l'IA. Est-ce que vous avez des exemples en tête à partager avec nous, peut-être, sur ces sujets-là ? Oui, Magali, je vais reprendre, et je te remercie effectivement de me donner la parole. Je dirais que moi, la chance que j'ai depuis de nombreuses années, c'est de voyager en distanciel dans beaucoup de pays d'Afrique ou sur beaucoup de continents. Et je me suis rendu compte, et c'était très surprenant pour moi, parce qu'à entendre, je dirais, tant aussi bien le continent américain ou le continent européen, souvent on ne se rend pas compte de ce qui se passe en Afrique. Et lorsqu'on commence à voyager, que l'on voyage réellement sur place ou à distance, parce que un de mes métiers, c'est effectivement la création d'écosystèmes et l'animation de communautés. Aujourd'hui, je suis dans de nombreuses communautés en Afrique, dans beaucoup de pays, et j'ai eu la chance de découvrir en fait le foisonnement de toutes les personnes jeunes, très jeunes, qui se mettent justement à lancer leur activité, parce qu'ils sont au départ effectivement des développeurs en PHP, développeurs en Python, mais aussi développeurs en d'autres langages, et qui se disent à un moment donné, nous aussi, on a envie de créer notre proposition de valeur et de développer une économie autour des solutions d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que quand on n'est pas autant près de toutes ces communautés, on ne se rend pas compte. Et je découvre, moi, tous les jours qu'il passe, depuis de nombreuses années, toutes ces belles personnes qui ont conçu des solutions, soit toutes seules, mais qui ne savent pas, à un moment donné, les amener vers l'économie,
parce qu'elles ont besoin effectivement de financement, elles ont besoin d'investisseurs pour les accompagner. On rencontre également toutes ces belles personnes dans ce que j'appellerais des data labs, comme nous en avons un par exemple avec l'Afria, qui est le data lab Bourgeon, qui est basé à Cotonou au Bénin, et où là, il y a foison de sociétés, foison d'entrepreneurs qui conçoivent des applications, des applicatifs, qui soient soit orientés, je dirais, général, en vue de venir modifier les process métiers, comme on sait le faire aujourd'hui avec des solutions, comme on commence à les découvrir avec des chats GPT, voire autres, mais surtout qui travaillent en direction de cas d'usage. Et je crois que ça, c'est vraiment très important, parce qu'on trouve cela tant aussi bien dans la santé que dans l'agriculture, que dans la gestion de l'eau. Tout à l'heure, tu parlais effectivement de Saïda, et avec la Maison de l'intelligence artificielle, il y a eu effectivement développé à partir d'Oujda, au Maroc, des applications pour mieux gérer la partie de l'eau au niveau des oliveraies, simplement. Donc des applications, il y en a plein. Et découvrant un peu toute cette foison d'applications et cette foison de connaissances, nous avons décidé, il y a quelque temps en arrière, de créer ce que nous appelons Guild for AI, qui est en fait un grand réservoir de connaissances, tant aussi bien des hommes et des femmes qui composent la technicité pour concevoir ces solutions, que des solutions elles-mêmes. Et on s'est mis en marche, justement, pour mettre à disposition du plus grand nombre de ce qu'on appelle chez nous des AI enthousiastes, des personnes qui ont envie effectivement de partager des connaissances, des ressources pour augmenter la formation et la culturation. Et de ça, tu peux en parler plus largement. Et non, mais je voulais faire surtout un retour d'expérience. Il y a 48 heures, j'étais en Algérie et un jeune m'a demandé de venir parce que lui, il avait une société de KYC. Et finalement, il me dit, écoute, ce que je suis en train de monter, je ne l'ai pas encore publiquement, même si c'est en ligne, tu peux en parler. Il me disait, on a créé nous-mêmes un LLM. Alors il y avait eu le LMMM qu'avait lancé Mourad en arabe, mais là il avait dédié un LLM, mais tout de suite spécifique au sport. Il m'a dit voilà, regarde Farid, ce qu'on a créé, nous on a déjà les data scientists parce qu'on fait déjà du KWC. Donc on a déjà une techno. Moi j'avais mes data scientists qui avaient la techno. Je vois que l'IA est en train d'arriver, je suis entrepreneur, je vais récupérer quelques data scientists, je les ai mis à travailler dessus. On a eu une idée, c'est de créer un outil de génération de texte dans le domaine du sport. Je lui dis, mais bon, ok, mais certains existent déjà. Il dit, non, regarde, on a créé une UX, une UI, qui est la nôtre aujourd'hui, où on peut déjà créer des pré-prompts, où par exemple, tu vas choisir le ton de ce que tu veux choisir comme article. Si ça a été écrit par un journaliste télé, un journaliste radio, il me dit, oh, nous, on a créé un champ lexical derrière. Donc on voit que des gens sont déjà en train de travailler, ils ont la data, ils ont ce qu'il faut, en plus maintenant, il m'expliquait qu'il y avait énormément de mathématiciens qui n'avaient pas de job dans lequel lui va pouvoir les retransformer en data scientist et donc augmenter cette partie qui est la deuxième partie de sa société qui est Générative IA. Non, merci de l'expérience en tout cas. Alan, vous venez de vous associer en fait avec justement la joint venture. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un mot dessus? Qu'est-ce qui a concrétisé finalement cette association? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? En fait, il y a une visite de Fatim Cissé, donc, qui est la présidente de Dux, et Alain Coilieu, qui est le président de Kaidan, donc une société bien connue et bien placée en Côte d'Ivoire, qui sont venus en fait à Sophia Antipolis pour vraiment comprendre comment notre écosystème fonctionne autour justement de l'intelligence artificielle et du numérique. Et en fait, c'est lors de cette visite où on a pu voir qu'il y avait des synergies, déjà entre ce qu'on propose, mais aussi en tant que président du cluster IA, et du coup qui regroupe une association, une centaine de sociétés qui font et qui sont faiseurs d'IA. Il y avait un transfert, on va dire, un peu de compétences ou une fertilisation croisée, comme on aime bien dire à Sophia Antipolis, qui pouvait se créer. Et donc après, on a eu une première échange où mon directeur commercial est allé en Côte d'Ivoire. Il m'a dit voilà, il y a quelque chose à faire, il y a vraiment quelque chose à construire en fait. C'est ça qui nous a vraiment plu. Et après, j'ai pu y retourner, d'ailleurs justement avec Léonard. Et en fait, ce qui me plaisait, c'était vraiment la construction de ce qu'on pouvait faire. C'était pas que le business, c'était justement, c'est important. On parle d'IA, on parle de biais. Il faut que les données qui soient créées soient des données qui viennent de l'Afrique. Pas que ce soit des données des US, de l'Europe ou de l'Asie, pour créer vraiment une IA qui soit compatible et qui soit déployable en fait
en Afrique. Et donc c'est ça qu'on a voulu créer en créant Videtix West Africa, une joint venture. Et là, par exemple, on a pu avoir notre premier succès, on va dire. On a déployé notre système sur 2 fan zones au niveau d'Abidjan, donc pour la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, Fatim Cissé s'excuse, mais les éléphants, du coup, ont très bien joué. Et hier, ils ont gagné, ils sont en finale ce week-end. Et nous, on a pu voir justement faire en fait la gestion de foule. Et c'est ce qu'on fera nous pour les Jeux Olympiques. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on l'a fait en fait avant et on l'a fait sur le sol africain. Est-ce qu'il y a, en termes d'écosystèmes, enfin, les écosystèmes qu'on a, les clusters IA par exemple, puisque est-ce qu'il y a l'équivalent encore structuré de la même manière ou structuré différemment? Est-ce qu'il y a ces équivalents-là, par exemple en Côte d'Ivoire? C'est clairement pour moi l'ambition. Après, je pense que je laisserai la parole à Léonard qui a plus d'expérience et de passer, on va dire, en Côte d'Ivoire. Mais c'est clairement l'ambition et c'est aussi justement le sujet des différents échanges qu'on a pu avoir. Marc Hollandi est venu aussi en Côte d'Ivoire avec nous pour voir l'écosystème et pour apporter tout le savoir qu'il a au niveau de l'Institut Europia. Je vous remercie. Léonard, peut-être, si vous voulez. Merci. Oui, effectivement, moi, ça fait longtemps que j'ai des liens avec l'Afrique, l'ensemble du continent, notamment via l'Institut Choiseul. Je suis également entrepreneur et je suis actionnaire d'une société qui est basée à Abidjan, qui est un club d'affaires qui s'appelle La Résidence Abidjan, qui est un établissement de luxe dédié au business et vraiment aux faiseurs de business en Côte d'Ivoire, d'où mon pied là-bas. Et ces liens qu'on peut avoir et qu'on a pu développer avec Alain Kouadio, Fondation Kaidan, avec Marco Landi et puis Fatim Cissé. Et comme le disait très bien Alan, ils sont venus en reconnaissance pour découvrir la structuration, les idées fortes qui ont été réalisées ici sur le territoire Côte d'Azur, terre d'IA véritablement, parce qu'on voit bien qu'en Côte d'Ivoire, et je ne me permettrai pas de parler d'autres secteurs, il y a un double défi qui est la construction de la captation de data, qui est vraiment le cœur et la base. Les acteurs, à la fois publics et privés, ont besoin de mettre en place cette captation et cette structuration et interconnexion de la data, notamment au niveau des infras. Et là, il y a encore du chemin à parcourir. Donc le décideur public est conscient de ce travail à réaliser et ça rentre dans sa roadmap. C'est notamment le cas du ministre de la Transition digitale en Côte d'Ivoire. Et dans le même temps, comme on le voit souvent, on a des sauts technologiques immenses sur le continent africain. Le décideur public et le décideur privé doit aller très vite et saisir les opportunités. C'est ce qui a été fait notamment avec Videtix et Dux. Fatim Cissé, c'est la première femme diplômée en intelligence artificielle de Côte d'Ivoire. Et ces gens-là préparent et permettent les sauts technologiques véritablement. Donc, c'est le cas que vous avez vécu. On a une application. Vous, en plus, vous avez une techno qui se déploie tout de suite en pratique sur le terrain, sans passer par toute une phase d'interconnexion et de captation de data. Donc, c'est l'enjeu, c'est le double défi qui est assez difficile à concilier pour les décideurs publics, pour la Côte d'Ivoire. C'est structurer les couches basses et être capable de vite pousser, saisir les opportunités. On a de grands espoirs sur ces sujets de data, de collecte de data. On voit comment se structurent les secteurs. Si on regarde Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Afrique du Sud, on voit que ce sont les secteurs du bancaire, les banques, puis les finances, un peu d'infrastructure et de plus en plus de la santé, qui se sont structurés, qui sont des pourvoyeurs d'emplois et de croissance économique. On sait que ce sont également des secteurs dans lesquels il y a beaucoup de data, sur lesquels vont pouvoir être dupliqués, déployés des modèles venus et développés sur le continent africain ou co-construits avec des acteurs européens. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, grâce à la force de ces secteurs financiers et puis d'autres, notamment la santé qui se déploie très fort, l'IA va rapidement se déployer. L'enjeu va rester ensuite une sensibilisation aux populations, qui est un travail qui est merveilleusement fait par l'Institut Europia déjà ici, la maison de l'Emilia ici, mais aussi l'exemple du Maroc. Et véritablement, il y a de grandes synergies à créer entre la Côte d'Azur et un pays comme la Côte d'Ivoire.
Je vous remercie de votre témoignage. Je voudrais poser une question à Richard Lemaire, parce que vous travaillez dans l'édition en fait de logiciels, et vous avez notamment développé un logiciel de veille économique, donc aussi avec donc de la production de contenu, etc. Alors l'IA, c'est une opportunité pour le continent africain, bien évidemment, mais c'est aussi un danger en fonction, et c'est comme tout IA qui se développe partout dans le monde, c'est pas waterproof aux fake news, aux manipulations, aux dérives aussi comme ça. Moi, je voudrais vous poser une question en tant que professionnel éditeur de logiciels. Et au vu des luttes d'influence, quand même, sans aucune naïveté, au vu des luttes d'influence internationales qui se font et qui utilisent aussi les pays, notamment africains, dans ça, comment vous faites au niveau de l'édition, de la conception du logiciel? Quel garde-fou vous prévoyez en matière de sécurité pour éviter, autant que faire se peut, d'être instrumentalisé par... voilà. Donc c'est une question un peu pointue, et je m'en excuse, mais au vu de votre casquette, moi, je souhaitais vraiment vous la poser. Oui, merci beaucoup. La fake news, que j'ai coutume de dire, ou la manipulation d'informations, dépend de quel côté du miroir on va se trouver. Et dans notre cas de figure, on a décidé d'être neutre dans ce domaine, et Niwa a été développé, d'ailleurs avec beaucoup de jeunes Africains, qui sont, je tiens à le préciser pour celles et ceux qui ne sont pas conscients, très affûtés sur ces problèmes-là et très volontaires sur le souhait de progresser efficacement. Ils ne le font pas pour le plaisir de le faire, ils le font pour construire quelque chose réellement. Et nous, on utilise ces aspects-là pour tous les aspects linguistiques. Enfin, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Donc, Niwa va aller chercher le renseignement à sa source. Et c'est une des caractéristiques de l'utilisation de la puissance algorithmique de l'intelligence artificielle qu'on a dans Niwa, c'est qu'on l'a conçu pour aller identifier le renseignement natif, la toute première édition de l'information. Moyennant quoi, tout ce qui vient après, c'est forcément soit des redites, des doublons, des interprétations, des manipulations, des générations. Mais en ayant l'information native, la toute première, l'article du journal, le post qui a été publié par telle personne, le billet sur LinkedIn, etc. On s'affranchit de cette problématique après de la génération, mais il faut avoir développé justement cette capacité d'aller piocher au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire à la source, et ce, dans la langue native dans laquelle ça a été émis. Ça, c'est un deuxième problème que l'on a adressé avec Niwa, c'est qu'on va pouvoir interroger Niwa dans sa langue, mais elle va aller chercher l'information native dans la langue dans laquelle elle a été mise initialement, pas une version traduite. Voilà, donc c'est des garde-fous qui sont, comme tous les garde-fous, qui sont violables dans une certaine mesure. Je rouvre la parenthèse par rapport à l'aspect africain. On a eu la grande chance de pouvoir travailler avec des Tunisiens. On a actuellement une Sénégalaise dans l'équipe. On a eu un Camerounais. On a 2 Ivoiriens aujourd'hui dans l'équipe. Niwa est d'ailleurs d'origine burkinabé dans son nom. Cette sensibilité, cette diversité est une richesse. On l'a dans beaucoup de continents, mais celle-ci demande qu'à éclore. Je vous remercie, Richard. J'ai une question peut-être générale, et puis après, on va peut-être prendre quelques questions du public, si vous en avez. C'est une question que je me pose, donc du coup, je vous la pose. Est-ce qu'on est en train actuellement, selon vos pratiques respectives, de développer une IA juste, entre guillemets, au niveau mondial, ou est-ce qu'on est en train de reproduire le schéma centre-périphérie? Donc, dans vos discours respectifs, on sent bien qu'il y a de la co-construction, il y a volonté justement d'avancer ensemble. Après, c'est les nuances des mots, c'est entre transfert de compétences et échange réciproque, c'est pas tout à fait pareil. Donc, en fait, ça vient d'où? Est-ce qu'on est dans des échanges? Est-ce qu'on est dans du top-down? Qu'est-ce que vous, dans vos pratiques respectives, vous remarquez en fait? Alors, si je peux apporter un premier élément de réponse, je vais me permettre de reprendre ce qu'a dit Luc Julia avec Marco Lendi il y a juste 1 heure à l'inauguration du stand Europia. Il n'y a pas une IA, mais il y a des IA. Donc ça, c'est un premier élément. Et je vais rajouter 2 choses.
mon monde, c'est plus le monde des startups, de l'IA innovante. Donc je ne dis pas que c'est exhaustif. 2 choses sont importantes sur l'Afrique. C'est l'investissement en local. Quand on parle de nouvelles sociétés qui innovent, il faut que toutes ces entrepreneurs, ces sociétés soient vraiment accompagnés en local. Et c'est une de mes missions, j'essaie d'y œuvrer. Par contre, toutes ces startups, à quelques exceptions, je crois que Christian en a cité une, qui ont des applications locales, elles sont globales. Donc ces startups ont pour vocation de développer des solutions d'une des IA qui vont pouvoir se vendre pratiquement partout. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose qui me semble important comme retour d'expérience. Je suis en relation avec le Sénégal. Le Sénégal a aujourd'hui une communauté incroyable de data scientists qui développent en ce moment un grand modèle de langage qui va justement répondre à la problématique des dialectes. Car on sait les uns les autres que les dialectes sont nombreux en Afrique. Et aujourd'hui, ce grand modèle de langage va travailler avec des dialectes. Ils n'ont pas besoin d'être accompagnés, je le dis avec sincérité. Ils se débrouillent par eux-mêmes. Ce sont des garçons et des femmes extrêmement talentueux et talentueuses. Ils s'appellent Galsen AI. Retenez le nom, on entendra parler de plus en plus en termes d'écosystème. Ce sont des personnes de grande qualité. Ils travaillent en collectif et en collaboratif avec des centres de recherche souvent à Montréal, mais également avec d'autres communautés africaines. Et c'est là où je me rends compte d'une chose, c'est qu'il existe heureusement beaucoup d'endroits en Afrique où il y a beaucoup de personnes innovantes avec des solutions qui vont, à mon avis, faire parler d'elles de plus en plus. Alors peut-être là où nous devons de les accompagner, c'est peut-être dans la capacité à les mettre en relation quand c'est nécessaire, avec des ventures, avec des personnes qui peuvent les aider pour aller vers le marché économique. Ça, c'est important. Peut-être également, on peut apporter des compétences que nous avons au niveau organisation, au niveau rigueur de gestion, peut-être au niveau droit, au niveau juridique, mais il n'empêche qu'au niveau pur de la technologie, aujourd'hui, l'expérience que je vois avec Galsen AI au Sénégal est plus que significative. Et des expériences comme celle-ci, j'en ai encore plein d'autres à raconter. Et je ne le ferai pas aujourd'hui, bien évidemment, mais c'est important. Juste une dernière... On va juste prendre des questions. C'est par rapport au temps. Oui, parce je voulais juste faire une dernière petite chose. Après, on va prendre. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que certaines personnes souhaitent réagir par rapport à ce que vous avez entendu ? Bonjour, c'est Papa Malik Gay, donc je dirige l'IA et la data stratégie chez Michelin Mobility Intelligence et je suis d'origine sénégalaise, donc j'ai les 2 nationalités. Merci pour vos différentes perspectives. Par contre, en Afrique, il y a quelque chose qu'on appelle les griots, les héros, et finalement, ils viennent raconter une histoire à la place des gens, et on imagine et on devine plein de mains et de cerveaux qui sont très très invisibles aujourd'hui. Et avec qui vous travaillez. Du coup, moi, ça me pose quand même une question, c'est finalement, est-ce que c'est une opportunité pour l'Afrique ou plutôt une opportunité en Afrique ? Donc c'est un peu provocateur, mais je pense que ça peut traduire un certain nombre de difficultés sur le manque de visibilité de certains Africains, notamment dans un panel comme celui-ci, même si l'Afrique est très très diverse en couleurs et autres. Merci. Vous avez tout à fait raison, c'est une bonne question et c'est la question, est-ce que c'est une opportunité pour l'Afrique ou en Afrique. Donc je ne sais pas qui souhaite. Ça tombe bien parce que c'est ce que je voulais dire aussi et répondre là-dessus, c'est que de toute façon, l'Afrique s'organise aussi. On parlait tout à l'heure de l'Union africaine, Smart Africa. Moi, je reviens aussi là où on discutait avec le ministre il y a 3-4 jours où il y a des lois qui sont en train d'établir en Afrique où, par exemple, c'est du pénal. La data reste en Afrique, elle est gérée en Afrique. Donc ça peut être dans les 2 sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même les Africains maintenant s'approprient leur nouveau pétrole, en disant qu'on va faire attention. J'ai posé la question sur la partie cloud en disant que les Africains avaient besoin d'Amazon, de Google et ainsi de suite. Et j'avais un opérateur téléphonique qui était en train de me dire non, pas du tout, ça y est, dans 2 mois, on ouvre nos propres data centers en Algérie. Donc on aura les data scientists, on aura la data et on aura les lois et les réglementations. Donc oui, ce sera un marché pour l'Afrique et c'est aussi une opportunité pour l'Afrique et à l'extérieur, mais ce sera maintenant aussi avec les règles de l'Afrique. Je vais juste apporter quelques touches. En fait, c'est une opportunité pour l'Afrique et pour les Africains.
je pense qu'il y a aussi une vision lorsqu'on est en Europe, cette déconnexion avec l'Afrique. On se dit toujours, l'Afrique a besoin d'être aidée, d'accompagner. Mais quand on est impliqué là-dedans, quand on est sur place, on parle d'africanité. La première chose, lorsqu'on prend des talents et qu'on les forme, c'est l'africanité et c'est l'employabilité. Et je pense que derrière, l'écosystème africain, de par sa disparité, est interconnecté avec le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et les États-Unis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va parler de souveraineté, comme tu as précisé, Farid, par rapport à des data centers ou autres. Et je pense qu'il faut maintenant faire ou créer une relation win-win avec les différents pays. Alors, il y a pas mal de pays qui ont été cités, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Rwanda et ainsi de suite. Mais je pense qu'il faut prendre les Africains tels qu'ils sont, et moi le premier, de par leur intelligence, de par leurs compétences, et voir aussi l'impact de la diaspora. Parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, on est en France, on est en Europe, mais la diaspora africaine, elle est énorme aux États-Unis, en Amérique du Sud, et ce qu'ils font sur place, eh ben, soit on est informé et on est connecté, et ben on suit le fil de l'actualité, ou soit on est totalement déconnecté, et quand on va sur place, on a une idée, et en fait on se mange une espèce de claque au sens figuré du terme, on se dit, mais j'aurais jamais cru que, et je vais prendre un seul use case, qui est sur la santé numérique. Aujourd'hui, dans le domaine des startups, nous-mêmes, on a monté notre propre incubateur qui est pas très loin ici à Marseille, et on est aussi en Tunisie. On a développé directement avec une des 7 universités de Californie où des médecins et des chercheurs américains vont venir directement dans notre pôle parce que les travaux qu'on a menés sur les différentes molécules, eux, ils sont arrivés à une étape que la nôtre, ça faisait 2 ans et demi qu'on avait déjà dépassé. Donc je pense qu'il y a un autre regard à avoir et il y a une autre vision à avoir avec l'Afrique et ce qui se fait sur place. Je vous remercie, Michael. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Oui. Bonjour, je m'appelle Asma, je travaille pour la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Je voudrais vous remercier pour ce panel qui est très intéressant pour moi, d'autant plus que je travaille donc dans le secteur du développement en Afrique. Ce que je voulais vous demander, c'est en fait, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, elle peut permettre aux différents acteurs du développement international de mieux aider sur le continent africain, donc par exemple pour les problématiques de l'eau ou de l'alimentation, entre autres, ou si plutôt, en fait, parce que j'ai cru comprendre que vous pensez que l'opportunité principale, c'est d'aider en fait les différents pays africains à mieux utiliser l'intelligence artificielle et à démocratiser son usage sur le continent. Voilà, merci beaucoup. Allez, merci pour la question. Je vais répondre un petit peu à la question précédente aussi. Dans le cadre de NIWA, où on a un outil d'intelligence économique, et pour reprendre les termes, c'est un contexte pour et en Afrique. Et pour reprendre votre question, par exemple, on va pouvoir utiliser ces principes algorithmiques et les utiliser localement pour aller piocher de bonnes idées qui ont été testées ailleurs, en Afrique ou ailleurs, d'ailleurs, peu importe, et pouvoir les mettre en œuvre localement, que ce soit pour l'eau, l'alimentation, etc. La recherche sur les nouvelles cultures qui sont faites peut-être en Corée, peut-être pour retrouver une application dans un tel ou tel pays en Afrique, pourquoi pas, pour autant il faut le savoir. Donc là cet aspect-là est directement lié à ce pour et le en Afrique et pour l'Afrique, et à un moment donné l'aspect du biais cognitif, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, va jouer, pour moi, va jouer en faveur de l'Afrique, parce qu'ils vont avoir comme on l'a dit tout à l'heure, une sorte d'IA personnalisée africaine, voilà, expliqué comme ça, avec plus que 4 langues, puisqu'on a oublié l'arabe dans les langues tout à l'heure, donc ça en fait quand même une 5e, et donc de cette richesse-là, qui n'est pas dans les systèmes qui existent aujourd'hui, hein. On connaît tous le biais cognitif de l'IA porté par ChatGPT, va être à terme, pour moi, et le terme est très rapide, très, très proche, un grand biais positif pour l'Afrique, parce que ça va tellement vite qu'ils vont pouvoir créer leur propre système pour eux-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à la question? Léonard, est-ce que vous voulez réagir par rapport à...
il y a effectivement des cas où on est sur de l'intelligence économique, où, enfin, comme tu fais toi, et effectivement c'est très utile. Et puis il va y avoir, pour répondre plus précisément à la question, mon point de vue, il est que de l'IA appliquée à de grands projets d'infrastructure ou d'eau, on n'a pas une maturité suffisante pour que ce soit ultra performant. L'enjeu, il est véritablement de permettre à des entreprises soit de développer de l'IA, entreprises africaines, c'est vraiment mon point de vue, soit d'utiliser des modèles existants pour émerger sur leur marché. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit monsieur auparavant. Bien évidemment, c'est un enjeu en Afrique. C'est un enjeu pour des acteurs européens, américains, asiatiques. C'est une évidence, ou du Middle East. Ceci étant dit, aujourd'hui, et je me permets de prendre ton exemple, et je prends le cas de la Côte d'Ivoire, on ne va en Côte d'Ivoire qu'avec un bon partenaire. Le bon partenaire, c'est un acteur ivoirien. C'est un acteur qui crée de la valeur pour son marché. C'est un acteur qui, s'il va au-delà de la Côte d'Ivoire, va d'abord aller sur les marchés africains et se déployer en Afrique pour des travailleurs et des salariés ivoiriens, pour créer de la richesse en local véritablement. Et c'est comme ça, et d'ailleurs, et c'est là où il y a des facilités qui se mettent en place. Je me permets de parler de ton entreprise. Videtix a des valeurs éthiques, pour le coup. C'est-à-dire qu'ils ont une valeur d'une vision de l'IA, ils ont une valeur du partenariat et de la co-construction, qui fait véritablement sens pour un décideur économique ivoirien, notamment Alain Kouadio ou Fatim Cissé. Et on est dans un rôle où c'est le partenaire ivoirien qui co-lead ou qui lead au bénéfice du développement économique et social du pays et de la montée en gamme en compétences des équipes. Et c'est ça pour moi l'enjeu. Il est véritablement que l'IA soit adoptée, construite ou co-construite sur le territoire. Naturellement, il y a des choses à faire, mais ça ne passe qu'avec un bon partenaire. Aujourd'hui, le bon partenaire, il prend ses marchés locaux et s'il s'exporte, c'est en Afrique. Juste un dernier mot par rapport à les initiatives. On a travaillé avec la Fondation Brazzaville sur le trafic des faux médicaments qui touche presque 800 à 900 000 enfants qui meurent tous les ans en Afrique de l'Ouest. Et en fait, il faut savoir que, par exemple, pour $1 investi dans la drogue, c'est $20 de bénéfices. Dans les faux médicaments, $1 investi, on tourne entre 72 et 73 $ de bénéfices. Donc aujourd'hui, entre guillemets, ceux qui trafiquent ces faux médicaments vont toucher directement les enfants. Lorsqu'on est par exemple à Abidjan, à Cocody ou autre, on va trouver des faux médicaments. Les personnes n'ont pas suffisamment l'argent pour acheter des vrais médicaments et donc il y a un impact directement sur la population. Donc avec la Fondation Brazzaville, on a travaillé sur ces use cases-là et aussi avec le fleuve Congo, qui est un des plus longs fleuves, pour permettre à ce que les Congolais, ceux de la RDC ou ceux de Brazzaville, puissent au moins récupérer cette eau et l'utiliser à bon escient. Il reste à remercier les intervenants, en tout cas pour leur apport, pour leur témoignage, tout simplement. Ce sont des témoignages de praticiens, hein, donc voilà. Et écoutez, je laisse la table donc au suivant. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous.